Découvrez Ocean Prana, le club d'apnée incontournable à Bali, en Indonésie. Ocean Prana est un concept full inclusive incluant des logements, un restaurant, du yoga, une piscine de 25 mètres. Ocean Prana est un freediving resort de classe mondiale, créé et dirigé par Yoram Zekri, l'un des plus expérimentés AIDA Instructor Trainer au monde avec 37 ans d'expérience. Que vous soyez débutant ou souhaitez vivre de votre passion en enseignant, Yoram et son équipe vous proposent des formations AIDA de niveau 1 jusqu'à niveau instructeur, ainsi que des packages personnalisés pour atteindre vos objectifs. Profitez d'un cadre tropical idyllique, rejoignez Ocean Prana à Bali. Alors rendez-vous sur www.oceanprana.com. Bienvenue sur la Freediving Family, le podcast 100% apnée, 100% francophone. La Freediving Family, ce sont des interviews pour explorer les motivations, les peurs, les déclics et découvrir les parcours inspirants de nos femmes et nos hommes dauphins. Je suis Julien Moreau, membre de l'équipe de France d'apnée AIDA 2024, ainsi qu'AIDA Master Instructeur. Mais je suis avant tout, comme vous, un amoureux de l'océan et de la communauté apnée. Depuis 2021, je parcours le monde, de Bora Bora au Blue Hole égyptien. Sur ma route, je tends le micro aux freedivers vivant leur rêve de grand bleu. Installez-vous confortablement et bonne écoute à vous. Mais avant, n'oubliez pas de vous abonner à la Freediving Family, le podcast 100% apnée. Salut à tous, c'est Pierre Frola. Cette année, je vous propose 8 dates de stage sur les thématiques du perfectionnement en apnée. Que vous soyez un super débutant entre 0 et 10 mètres ou un apnéiste désireux d'aller jusqu'à 45 mètres, ces stages ont été pensés pour vous. Stage de 2 jours et 2 nuits, individualisation de la pédagogie, 3 séances d'apnée en mer par jour, 2 séances de ventilation et de préparation physique, 4 cours théoriques, 1 séance swim-off. Hébergement en appartement pour 2 ou 3 personnes, carnet de plongée, assurance, petit déjeuner et déjeuner compris. Alors si vous ne savez pas quoi faire cet été, venez donc découvrir ou redécouvrir mon école à Monaco. Rendez-vous sur www.pierrefrola.com à la rubrique Stage apnée 2026. Et voilà, une nouvelle année qui commence, 2026. Je vous souhaite d'être heureux et que ce bonheur rayonne autour de vous. Je souhaite davantage de paix, de calme intérieur, de créativité joyeuse et de colère saine face à ce monde qui ressemble de plus en plus à un épisode de Black Mirror. Je nous souhaite, bien entendu, de belles immersions au cœur de la Grande Bleue, de plus en plus profond, pas forcément, mais de plus en plus conscient, de plus en plus sensible, de plus en plus connecté à nos sens. Parce que c'est ça, l'apnée, être connecté à soi au plus profond possible. 2026, un nouveau tour autour de notre étoile, notre beau soleil. Qu'allons-nous faire de toutes ces nouvelles opportunités ? Vous avez peut-être envie de réaliser un vieux rêve ? Alors foncez. Vous avez peut-être envie de plus de calme ? Alors méditez. Vous avez peut-être envie de moins de stress ? Alors ancrez-vous dans le présent et faites du sport. Vous avez envie de plus d'amour ? Alors aimez. Aimez sans peur d'être blessé et de perdre l'être aimé. Aimez même vos problèmes. Ils permettent de rajouter davantage de contraste et d'apprécier encore plus les beaux moments. Vous avez envie d'inspiration et de motivation ? Continuez d'écouter le podcast Freediving Family. Vous rêvez de soleil et d'eau chaude ? Voyagez à Dahab, en Corse, à Bali, en Dominique ou juste à côté de chez vous lorsque le soleil pointe son nez. Parfois, les belles immersions se trouvent juste à côté de chez soi. 2026, pour le podcast, sera une année de persévérance, d'abnégation. Je me donne la discipline de continuer à produire des épisodes chaque dimanche. J'essaie d'être fort et de continuer à rechercher des témoins passionnants. La Freediving Family s'agrandit tous les jours. Vous êtes plus de 120 personnes à écouter tous les jours la Freediving Family, c'est énorme. Alors merci à vous, chères auditrices, chers auditeurs, de faire vivre ce podcast. Merci aux sponsors, Blue Addictions, Toi, Ocean Prana, Pierre Frola, Apnea, France Apnée. Merci aussi à tous les tipeurs qui m'aident tous les mois afin de rendre cette émission pérenne, durable. Et pourquoi pas demain, la FF deviendra un livre, une conférence, un film ou une compétition. Tout est possible en 2026. On ne s'interdit rien. Dites fuck à vos peurs et vos croyances limitantes. Comme disait un grand philosophe, oublie que tu as aucune chance et sur un malentendu, ça peut fonctionner. Bref, belle année 2026 mes amis. Et elle va d'ailleurs débuter avec une jeune femme inspirante,
23 ans et déjà plusieurs records du monde en chasse sous-marine et 4 titres de championne de France. On ne compte plus les médailles autour du cou de l'incontournable Amandine Gomez. Amandine est la deuxième chasseuse sous-marine à venir témoigner après Julie Gauthier. Sans tabou et sans complexe, Mademoiselle Gomez vient nous expliquer le fonctionnement des compétitions de chasse sous-marine sportive. Quelles sont les règles pour gagner? Quelles sont les règles obligatoires à respecter? Comment on réussit à pêcher un barracuda de 19 kilos toute seule et comment elle bat un record du monde? Comment a-t-elle créé son école d'apnée? Quel matériel choisir? Comment fonctionne la FFPSA, la Fédération Française de Pêche Sportive en apnée? Quelles sont les différentes techniques de chasse? L'agachon, à l'indienne, en variable, au caillou, sur flotteur? Vous trouverez dans cet épisode beaucoup de réponses à vos questions concernant la chasse sous-marine. Je voulais aussi souligner le courage d'Amandine, d'avoir écouté son rêve criard et d'avoir, dès ses 18 ans, choisi une route engagée pour se réaliser en adéquation avec ses tripes, malgré les peurs, tout à fait normales, et la résistance de la famille. J'ai écouté une jeune femme heureuse, libre, passionnée. Merci Amandine pour ton énergie. Mesdames et messieurs, merci d'attacher vos ceintures de plomb. Nous partons à la rencontre de la grande chasseuse sous-marine, Amandine Gomez, dans 3, 2, 1, top podcast. Salut Amandine. Salut. Ça fait extrêmement plaisir de te recevoir sur le podcast de la Freediving Family. Ça fait plus d'un an qu'on se court après. Tout à l'heure, j'ai mis ton nom dans mon planning et j'ai vu qu'on avait essayé de se caler 5 fois et 5 fois on avait annulé. Ah ouais. Et ça a bien failli être annulé encore parce que Ouais. je me suis retrouvé à la porte de chez moi. J'ai dû aller courir chez un ami retrouver des clés. Oh là là, la galère. Donc très content en tout cas de t'avoir sur le podcast, Amandine. Tu es une référence dans le milieu de l'apnée, une référence dans le milieu de la chasse sous-marine. Il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé de t'inviter, donc on est très content de découvrir ton histoire et ton parcours. Est-ce que déjà dans les grandes lignes, tu peux te présenter, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, quelle est ta profession, et ainsi de suite. Je vais essayer de rien oublier. Déjà, merci beaucoup de m'avoir proposé ça et de m'écouter. Là, actuellement, je suis à Leucate, pas très loin de Perpignan et pas très loin de l'Espagne. J'ai 23 ans. Ça fait 5 ans que je fais de la pêche sous-marine et 3 ans à peu près que je me suis mis à l'apnée, entre guillemets, parce que c'est pas ce que je pratique le plus. Je commence à pratiquer un petit peu plus depuis 2 ans, 1 an et demi, parce que ça m'intéresse beaucoup d'apprendre de nouvelles disciplines. Je me suis mis également à l'apnée dynamique et statique au mois de septembre, et c'est quand même plutôt intéressant finalement. Donc voilà. Profession, à la base, je suis technicienne d'élevage, donc je m'occupe des animaux d'élevage, pas les poissons, tout ce qui est terrestre. Et finalement, j'ai lâché ça après mon BTS pour partir dans tout ce qui est apnée, pêche sous-marine. J'ai rencontré une super personne qui s'appelle Stéphane Dudon, qui m'a permis de me rapprocher vraiment du milieu pêche sous-marine. Et ensemble, on a réussi à travailler dans son magasin, améliorer plein de choses. Jusqu'au jour où il m'a dit lance-toi et ouvre une école d'apnée et de pêche sous-marine. Et il m'avait même dit viens, on le fait ensemble. Donc à la base, c'est parti d'un truc où je me suis dit on va faire ça avec lui. Je suis pas toute seule, ça va bien se passer. Et au final, au dernier moment, il m'a dit non mais moi je le ferai pas. En fait, vas-y fais-le toute seule. Donc du coup voilà, je me suis retrouvée à passer mon BPGEPS, passer mon instructeur d'apnée et tous les diplômes pour pouvoir encadrer en France. Mais en fait, il a fait ça pour moi parce que il sait très bien que s'il m'avait pas lancé là-dedans, je l'aurais pas fait. Hmm. Parce que j'avais 20 ans et à 20 ans, déjà, je suis partie habiter toute seule. Lâcher ses parents, tout ça, c'est pas forcément facile. Et au final, je suis trop contente parce que voilà, maintenant j'ai mon école et ça se passe super bien. Donc tu as ta propre école basée à Leucate Ouais, et, c'est ça. au début tu travaillais un petit peu au Spearfishing Denty, c'est ça? C'est un shop qui est à Leucate Ouais, aussi. c'est ça. Exactement, ouais. Ok, magnifique. Et ton école s'appelle l'Horizon Bleu, c'est bien ça? C'est ça, exactement. Et Donc après, tu je suis proposes des assez stages de... itinérante. Ah, pardon. Ouais, je t'en prie, non, bah du Je, coup, oui. je bouge, Je voyais que tu je proposais bouge différents pas types mal. de stages, ouais. Ouais, ouais,
ouais, j'ai pas mal de demandes dans le Var, à Marseille, donc du coup maintenant je me suis mise à bouger vers Nice, tout ça. En fonction de la demande, je bouge. Ouais. Et alors, c'est quand même incroyable parce que t'es une femme dans le milieu de la chasse sous-marine, t'as 23 ans, et j'ai l'impression que t'as un bon paquet de vieux briscards qui viennent pêcher avec toi parce que t'es quand même assez exceptionnel. T'es une très grande chasseuse, t'es Ouais, une grande apnéiste. Je crois que t'as gagné 4 fois les championnats de France en individuel, c'est ça? ouais, T'as ouais, gagné c'est ça. plusieurs records du monde aussi, si je dis pas de Ouais, bêtises, et t'as même eu un 7. prix pour Afrique-Europe. Non, c'est quoi le prix? Ouais, j'ai gagné le championnat d'Europe, Euro-Afrique. Europe-Euro-Afrique, voilà, c'est ça. Et on peut voir sur ta page Instagram des photos de tes prises qui sont vraiment des monstres sous-marins qui demandent une grande technique et une grande précision de tir. Comment est-ce que tu as commencé la chasse, Amandine? Est-ce que c'est une tradition familiale? Non, pas du tout, pas du tout. Mes parents sont parisiens. Enfin, on a habité en région parisienne pendant super longtemps, donc l'eau et la mer, c'était pas du tout mon élément. Et mon père voulait pas que j'achète un harpon parce qu'il trouvait ça dangereux, ce que je peux Ouais. totalement comprendre. Et quand j'ai eu 18 ans, je me suis un peu rebellée. Je lui ai dit, bon, Hmm. écoute, tu ne, tu ne choisis plus. Et je suis très curieuse et très casse-cou, donc j'ai acheté un harpon et j'ai testé avec le copain de ma sœur et qui en faisait déjà un petit peu. Et là, dès la première mise à l'eau, j'ai direct accroché et c'est devenu une passion, mais en quelques jours, quoi. Et c'est ton premier poisson, tu l'as fait où ta première immersion avec ton arbalète? Je crois que c'était Saint-Cyr-sur-Mer, Côte-Bleue ou Var, je sais plus trop quel département. Et j'ai fait un turbo où je sais plus exactement ce que c'était, mais je crois que c'était un turbo ou une limande, un beau poisson, un truc improbable. Normalement, tu trouves ça dans le sable, et au final, je l'ai trouvé en train de nager, et j'ai réussi à l'attraper, je sais pas comment. Mais je pense que c'était un beau signe qui m'a dit vas-y, continue. Tu vois, les poissons de départ, c'est les poissons chance, et Hmm. c'est ça qui te fait accrocher ou non avec la discipline. Hmm. Moi, je me souviens, mon premier poisson, c'est en Bretagne, c'est les poissons les plus faciles à avoir. C'était une grosse vieille euh, qui m'a regardé d'un air même pas surpris. Et puis après, C'est j'en trop tirais bien. plus, quoi. Ouais. Si tu Et... l'as mangé, c'est principal. Ah oui, il y a maman qui a fait une soupe avec. Ah, parfait. Ouais. Donc ton premier poisson à 18 ans, t'as dit à ton père, hep hep hep, je suis une femme forte, libre et indépendante, j'achète mon harpon et je suis mon rêve de... C'est ça. Mais ça venait d'où cette idée du harpon? Est-ce qu'il y a une origine à l'idée? Est-ce que t'avais vu une vidéo? Est-ce que t'avais... Non, même pas. Je me suis promenée chez Decathlon et je suis tombée sur le rayon pêche sous-marine et j'aimais bien la mer déjà. Je nageais un petit peu en piscine et j'adorais les poissons. Je trouvais ça tellement beau. Mais bon, en n'habitant pas à côté de la mer, parce que même mes parents, maintenant, enfin quand j'ai commencé, on habitait dans le Var, à 1 heure et demie de la Hmm. mer. Et j'avais même pas le permis à 18 ans, je l'ai eu qu'à 19 ans, donc pour aller à la mer, c'était une galère sans nom. Mais j'ai rien lâché, j'y suis allée quand même tous les week-ends. Je disais à mes parents, bah, faut m'amener là, parce que sinon ça va pas le faire. Et Amandine, t'as commencé quand ta première compétition? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui pratiquent de la chasse dans leur coin, souvent en solitaire, souvent sur lesté et en Ouais, hyperventilation. On rappelle, les chasseurs, ce ouais. sont vous qui décédez, ce sont vous qui disparaissez en mer. D'où l'importance de rappeler les éléments de sécurité. Ne vous surlestez pas trop, n'hyperventilez pas, ne plongez pas tout seul et laissez-vous toujours une marge d'erreur. Et comment tu as fait le pas dans ta première compétition? Est-ce que c'est une rencontre avec Stéphane Dudon? Alors Steph, je le connais, on travaille déjà ensemble depuis 1 an à peu près. Et un jour, il m'a emmené, on est allé filmer une compétition. Avec sa fille, on était plusieurs et on était là pour cadrer la compétition. C'est une compétition très importante car elle porte le nom de quelqu'un qui a disparu, d'un grand compétiteur de pêche sous-marine qui s'appelait Ivara et qui était le coéquipier de Denis Ponce que beaucoup de chasseurs connaissent. Et donc Ivara, c'est une grande compète où tous les compétiteurs de toute la France viennent à Banyuls pour la faire. Et donc on voulait faire une vidéo parce que c'est vraiment important. Et là, je me suis dit, purée, ça a l'air quand même sympa.
pas juste la compétition, tu vois. Ok, la compétition c'est cool parce que ça te permet de pêcher des poissons à un temps, donc tu te mets un peu de la pression. Mais surtout l'après. L'après, on a partagé une énorme paella, remise des trophées, c'est génial. Tu récompenses les meilleurs chasseurs de la journée, enfin, j'ai trouvé ça incroyable. Et j'ai appelé le président de ma ligue qui s'appelle Guillaume Eugène, qui m'a dit, mais vas-y, lance-toi, essaye, il y a le régional qui est bientôt et le championnat de France sera dans ta région. Donc c'est le moment, c'est l'année où faut se lancer. Parce que c'est une année en Méditerranée, une année en Atlantique, et c'est tous les 7 ans sur la même zone. Donc là, c'était les Aresquais, et les Aresquais, ça allait arriver après dans 7 ans. Donc si je Ah voulais ouais. vraiment faire un championnat de France sur une zone que je connaissais, c'était maintenant ou jamais. Et c'est tous les Du 7 coup, ans pour protéger la ouais, biodiversité? exactement, ouais. Incroyable, ok. Et du coup, je me suis mise dans un club qui s'appelle le Harpon Club Agatois, qui m'a direct pris sous son aile et qui m'a même offert ma première licence, incroyable. Et je me suis fait la première compétition régionale où j'ai gagné, bon, en féminine parce que j'étais seule, mais j'ai gagné aussi en jeune, donc en moins de 23 ans. Et là, j'étais pas seule. Et j'ai fait le plus beau poisson de la compétition. J'avais fait un sard de 1,1 kg. Guillaume était pas présent, mais c'est lui c'est lui et Stéphane Dudon qui m'ont lancé vers la compétition. Et c'est le premier qui m'a appelé après la compète en me disant, bah voilà, tu vois, t'as bien fait de te lancer, bravo. Et depuis, Guillaume me chaperonne pas mal au niveau de la compète. Et même tous les compétiteurs sont très très bienveillants et ils sont vraiment là pour. On n'est pas lâché dans un milieu seul. La Hmm. compétition, c'est plus que, ok, c'est une compétition où on est tout seul ou avec notre barquero, Barquero, c'est mais en duo, c'est derrière, ça? il y a un partage. Ouais, alors il y a championnat de France, enfin tous les championnats existent en simple. Donc en simple, c'est en bateau. On a notre bateau et notre pilote. Ok, Ou ça existe en double. Et là, le double, c'est à la palme. Départ à la palme. ok. Et pourquoi t'as appelé ça un barquero? Barquero, c'est le nom qu'on donne aux pilotes. D'accord. Ah, la barque, le barquero, d'accord. Ouais. Ok. Et donc, par exemple, sur tes championnats de France, t'avais ton pilote, t'étais toute seule et tu partais chercher ton poisson, quoi. C'est ça, exactement. Donc c'est quand même pas mal encadré. Il y a des bateaux de sécurité, il y a la SNSM qui est au courant, la maritime, tout le monde est au courant. Il y a des grosses déclarations qui sont faites et c'est très très encadré. Hmm. Ouais, j'ai regardé la vidéo du championnat de France de chasse sous-marine 2024. J'ai compté En 24 Bretagne. bateaux. En général, il y a combien de participants au championnat de France? En Masculin et général, féminin. on est à peu près 30, entre 30 et, enfin entre 28 et 35 bateaux Ok. Ah de ouais. compétiteurs. Après, il y a, bah, en fonction du nombre de compétiteurs, il y a un certain nombre de bateaux de sécurité. En général, il y en a 4 ou 5. Et en féminine, bah, cette année, on était 4 ou 5, je crois. 4 ou 5. Et je pense que l'année prochaine, on sera un petit peu plus. Je pense que, enfin, cette année, parce que c'est au mois de septembre, cette année, on sera, je pense, 7 ou 8 filles. Et tout le reste, c'est des garçons ou des jeunes. Parce que du coup, il y a les jeunes de moins de 23 ans aussi. Ouais. Et est-ce que tu as l'impression que la pêche sous-marine sportive en compétition, quelque chose qui est en train de se féminiser? Il y a de plus en plus de pratiquantes? Oui, 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 oui. Avant, il y avait 3 filles. Une qui est partie il y a très longtemps, il me semble, et 2 qui sont là depuis super longtemps. Carole Clampin et Marina. Marina Marina et Helin, c'est Carole, elles ça? ont fait, ouais, elles ont fait pas mal de compétitions ensemble et ça fait super longtemps qu'elles y sont. Là, elles y étaient un petit peu moins pour des problèmes personnels, mais je sais qu'elles vont revenir, ça j'en doute pas une seconde. Et en plus, maintenant, on a récupéré Loane, Aurélie, et plein plein de filles, Emma, donc ça commence à se formaliser. Ouais. Amandine, est-ce que tu peux nous parler un peu de la FFPSA, donc la Fédération française de pêche sportive en apnée, parce qu'on connaît la Yes. FFESSM. J'ai l'impression que c'est une fédération qui est... Est-ce que c'est relié à la FFESSM ou c'est quelque chose d'indépendant? Non, c'est quelque chose d'indépendant, malheureusement, parce qu'en fait, à la base, la FFESSM gérait toutes les disciplines en apnée. Ouais.
Mais malheureusement, la compétition, ça leur plaisait pas, ce qu'on peut comprendre. Du coup, ils avaient la délégation. Et la délégation, c'est ce dont on a besoin pour pouvoir faire les compétitions à l'international. Mhm. Un jour, les compétiteurs se sont dit, bon, on aimerait bien faire de la compétition internationale, alors si la FFE et SSM veulent pas nous permettre de le faire, on va créer notre fédération. Ça, c'est un petit peu, en tout cas, l'histoire que j'ai compris et que j'ai entendue, hein. Je te donne ma Hmm. version. Peut-être qu'elle sera différente selon les personnes. Et donc, ils ont créé la fédération et ils ont essayé de récupérer la délégation. Mais la FFE-SSM ne voulait pas. Donc la FFE-SSM ne voulait pas utiliser la délégation pour faire des compétitions, mais ils ne voulaient pas la donner à la FFPSA parce qu'ils voulaient pas qu'il y ait de compétition du tout. Et donc il y a eu une longue bataille qui a duré, bah écoute, je pense à peu près 20-25 ans. Ah oui. Et ouais, ça a été très très long. Et il y a 5 ans maintenant, la FFPSA a récupéré la délégation pour faire les compétitions à l'international. Et donc, il y a 3 ans, l'équipe de France est enfin partie au premier championnat du monde depuis 25 ans. Il y a eu des super résultats. Aurélien Bouzon a fini 7e sur plus de 90 personnes. Donc il y a eu des super résultats. Et l'année d'après, je suis arrivée. C'était ma première année de compétition et c'est là où j'ai gagné le championnat Euro-Afrique. Et ça faisait 25 ans qu'on n'avait pas entendu la Marseillaise sur un podium international. Merci Donc Amandine. ça a été incroyable pour tout le monde. Et cette année, enfin l'année dernière du coup, puisque c'était en 2025, on a fait le championnat du monde au Brésil où pas Aurélien, où Stéphane Fopolo a fini quatrième. Quatrième Excellent. au classement général sur 82 participants, il me semble. Et du coup, grâce à lui, Quentin Roustan et Aurélien, la France a fini troisième au podium des nations. Parce que chaque nation se classe aussi. Et du coup, la France a fini troisième, donc deuxième podium en 2 ans. Magnifique. Et c'est qui la meilleure nation pour les chasseurs? J'ai cru comprendre que les Français sont très bons, mais est-ce qu'il y a un pays qui sort du lot et est-ce qu'il y a une raison culturelle? Oui, alors l'Espagne est très très forte. Ils ont de gros moyens, ils ont énormément de compétiteurs. Rien qu'en filles, et ils ont peut-être 15 ou 20 filles sans problème. Les garçons, je t'en parle même pas. Italie, ils sont très forts. Parce que, en fait, déjà la Méditerranée, c'est très dur. C'est Ouais, très très dur comme pêche. rien à voir avec Les la Italiens, Bretagne. ils pêchent. J'ai souffert en Ils Méditerranée. J'ai essayé pêchent. de choper du poisson, j'en ai jamais eu, alors qu'en Bretagne, j'en ai. Ouais, bah c'est dur, hein. Et les Italiens, je pense que c'est encore plus dur, ça se pêche encore plus profond. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont très bons. Et puis même, ils ont des Italiens qui sont très forts. Giacomo De Mola, Luigi Puretti, c'est des grosses figures de la pêche sous-marine. C'est des mecs qui chassent sur plus de 50 mètres. Donc maintenant, on a la chance d'avoir un Guillaume Eugène qui va chasser sur plus de 40 mètres aussi, un Quentin qui chasse sur plus de 40 mètres. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu pratiquer comme l'Italie pratique. L'Italie, ça fait... Ils n'ont pas eu d'arrêt, tu vois. Ils n'ont pas eu 25 ans d'arrêt d'international. Hmm. C'est quand même fou que pendant 25 ans, on n'ait pas eu le droit de faire de compétition. C'est fou ça dans l'histoire du sport. C'était un C'est problème de fou. sécurité? Est-ce que c'était un problème éthique par rapport à la biodiversité? D'après la FFESSM, ça serait un problème d'éthique. Ils voudraient qu'on prenne des appareils photo pour pouvoir faire des compétitions. Mais en fait, ce qu'on se rend pas compte, c'est que oui, on peut prendre la photo d'un poisson, mais l'attraper derrière, c'est 10 fois plus compliqué. Ouais. C'est pas parce qu'on voit le poisson qu'on va réussir à l'attraper. Jamais. Hmm. C'est beaucoup plus dur. Et en plus, les poissons qui sont pris, ils sont reversés, ils sont donnés à des associations pour des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter du poisson. Donc, tu vois, c'est pas comme si le poisson, on le récupérait nous alors qu'on peut aller en pêcher quand on veut. Là, Hmm. il est donné, il est réutilisé, les gens le cuisinent et après, c'est des gens qui n'ont pas les moyens d'en acheter qui peuvent en bénéficier. Moi, je trouve ça génial. Ah, donc chaque compétition est en lien avec une association, par exemple les Restos du Cœur Ouais, peut-être, et vous redistribuez par exemple du bon bar, du bon lieu, du turbo, exactement. de la vieille, des orphies, n'importe quoi, ouais. Du Exactement. Et macro. tu vois, c'est des associations qui sont plus petites que les Restos du Cœur. Parce que les Restos du Cœur, c'est quand même très, très vu. Et donc, ils ont pas mal de moyens. Mais il y a des associations qui sont plus petites et qui n'ont pas les mêmes moyens que les Restos du Cœur. Et donc, on essaye de cibler plutôt ces associations-là.
Et en plus, c'est pas un carnage les compétitions parce qu'il y a des quotas qui sont à respecter. Par exemple, le meilleur exemple, c'est Championnat de France en Bretagne il y a 2 ans. À la On Berbrac. avait des quotas exactement à la Berbrac. On avait des quotas de 2 poissons, donc 2 bars, 2 lieux, 2 mulets. Et donc ça faisait des pêches à maximum 10 poissons, quoi, Hmm. max. Et derrière ça, sur 10 poissons, on a passé 2 semaines à repérer la zone, donc à rien pêcher. Pendant 2 semaines, tu pêches pas. Ah, pendant 2 semaines, vous êtes en mode espion. Espion, exactement. Interdit de pêche. Si on se fait prendre avec un fusil sur le bateau, c'est disqualifié. Ah, mais c'est Ouais, génial. Ça veut dire que, par exemple, on va dire, boum, l'année prochaine, vous savez que c'est sur tel lieu. Vous arrivez 2 semaines en avance pour repérer là où il y a les beaux poissons. c'est ça, exactement. Ah, j'ignorais ça, Et je d'accord. peux te dire que tu passes des journées à ne rien voir. Au Brésil, j'ai fait un voyage de 22 jours. J'ai repéré pendant 17 jours. Et au final, j'ai fait quoi? Un poisson sur les 2 jours au Brésil. Hmm. J'ai passé 17 jours dans l'eau pour un poisson. Et il y en a qui ont passé un mois dans l'eau, ou 2 mois. Les Tahitiens, ils ont passé 2 mois dans l'eau pour un ou zéro poisson. C'est hyper ingrat, hein, on se rend pas compte, on se dit, ouais, ils arrivent et ils prennent tout ce qu'il y a, mais non, Hmm. loin de là. Ouais, j'avais regardé la moyenne sur le championnat de France de la Berbrac, c'est à peu près un poisson par heure ou un poisson par demi-heure, et bien sûr qui respecte Ça. les mailles. Donc la maille, c'est la taille, par exemple pour un bar. Un bar, c'est quoi la taille minimum pour un loup? Enfin, un bar, c'est un loup. Ouais, bah, un bar en Bretagne, normalement, c'est 42, Ok, mais là, la maille de compétition est toujours au-dessus. Donc la maille, c'était 45. ok. Et toi, tu arrives à bien facilement Et à repérer la taille du poisson, parce que j'avoue, que parfois, moi, je suis un peu perdu pour quand je vois le poisson. Je suis, mais attends, il fait 30 centimètres ou il en fait 2 mètres là? bah justement, c'est ça, c'est à ça aussi que nous sert le repérage, c'est que ça te permet de regarder les poissons et au bout d'un moment, t'en vois tellement, enfin au bout d'un moment, moi ça y est, je commence à être, quand je vois un poisson méditerranéen, je sais s'il fait 30 ou 40 centimètres, ou Hmm. 30 ou 35. Mais c'est à force de le faire et de le voir. Et par exemple, si tu tires un bar ou un loup qui est pas dans la maille, par exemple, il faisait, je sais pas moi, 35 centimètres. T'es obligé de le déclarer en compétition et tu perds des points, c'est ça? Alors, si tu tires un bar de 35 alors que la maille c'est 42 en Bretagne, normalement c'est illégal. Hmm, Donc ça n'arrive pas. Tous les compétiteurs, ils le savent, tu vois. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on met la maille bien au-dessus. C'est pour éviter d'avoir des problèmes avec la maille légale. Parce que dès que hmm, c'est légal, ça devient beaucoup plus compliqué. hmm, Donc en général, si la maille de compète c'est 45 et que ton poisson il fait 44 ou même 44 et demi, c'est pas valable. hmm. Dans ce cas-là, tu perds pas de points, mais il est pas valide. Si D'accord. par contre, il fait 42, donc la maille légale, mais pas la maille de compète, et il a quand même 3 centimètres d'écart, là, tu peux perdre des points. Hmm, d'accord. Donc tu respectes la maille légale qui est établie par les Ouais. affaires maritimes et je pense le ministère de l'Environnement. Et il y a la maille de compétition. Donc si tu es entre les deux, tu perds des points. Si tu es dans la maille de compète, tu prends tous les points. Et je suppose que les points, c'est par rapport à la taille et au poids du poisson? Ou c'est que le poids? Taille et poids, ouais, exactement. T'as aussi les catégories. Pour faire simple, ouverture d'espèce, tu gagnes 1000 points. Donc si je fais un bar et un lieu, j'ai 2000 points. Et en plus de ces 2000 points, j'ai les points par poisson, donc 2 poissons. Et en plus de ça, après, tu rajoutes les points par poids. Donc si mon bar, il fait 1 kilo, je rajoute 1000 points. Mon lieu, 1,5 kg, 1500 points. Et c'est quoi ton record de points sur un poisson? C'est une bonne question. L'année dernière, j'ai fait une belle dorade de 2 kilos et quelques. Donc ça fait ouverture d'espèce 1000 points. La dorade de 2 kilos, 3000 points. La dorade en elle-même, je crois que c'est 700 points. Moi, je devais être autour de 4005 ou un truc comme ça. Ok. C'est pas énorme, hein, parce que là, je vais en compétition je pars vendredi et les mecs qui pêchent des mérous qui font 15 kilos, donc ça se gagne à du 10 000 points Hmm, par poisson. ok. Donc toi, tu es basé à Leucate. Est-ce que tu peux nous parler un peu de la biodiversité de Leucate? Quel type de poissons tu rencontres? Quel type de comportement ils ont? Quel est le poisson le plus facile à pêcher? Quel est le poisson le plus dur à pêcher? Alors le 4, c'est une zone qui est très sableuse.
Pas très très rocheuse. C'est très connu la falaise de Leucate, mais c'est très sableux, donc ça va être sale en général. Pour avoir de l'eau claire, il faut se lever tôt, faut avoir les bons créneaux. On va rencontrer assez régulièrement, on peut avoir du loup, du mulet, on a pas mal de sèches l'hiver, on peut avoir du calamar et du poulpe. Il y a beaucoup de poulpes. De toute façon, toutes les zones sableuses, jusqu'à la Grande Motte, Palavas, tous ces endroits-là, Sète, Frontignan, c'est très sableux, il y a beaucoup de poulpes. Ok. Après, c'est pas quelque chose qu'on tire, hein. S'il vous plaît, tirez pas les poulpes. Il faut les prendre à la main. C'est pour ceux qui les mangent, en tout cas. Et par rapport à la Bretagne, par exemple, c'est quoi les espèces les plus faciles à pêcher et les plus dures? Bah, le plus facile, je te dirais, c'est le poulpe, mais bon, ça se pêche pas vraiment. Le plus dur, je pense que ça serait le loup. Enfin, en tout cas, le plus dur que tu croiserais. Autant les loups, ils peuvent être très curieux quand ils sont en période de reproduction, mais du coup, ils sont fermés maintenant quand ils sont en période de reproduction, ce qui est pour moi très bien. Et du coup, l'été ou l'automne, ils vont être un peu plus méfiants. Et donc, ils peuvent être assez difficiles à faire. Après, je peux te dire des poissons qui sont plus durs à faire, mais la probabilité de les croiser, elle est très faible. Ouais. J'avais une question bête, mais je me suis toujours posé la question, Amandine. J'ai pêché des années en Bretagne, j'ai jamais croisé un maquereau. T'en croises? T'as déjà tiré un maquereau? C'est possible ça? J'en ai jamais tiré, mais Quentin Roustan, au championnat de France de l'Abervrac, il en avait fait un. Ouais, c'est rare un maquereau en pêche sous-marine. Ouais. Bah, il y en a, mais faut aller au large. Ouais. Il faut C'est pas pas, avoir un enfin, banc je qui passe, pense pas quoi. qu'en partant du bord, t'en fasses. Ok. Et Amandine, j'avais envie de parler de la sécurité en compétition, et même pour les chasseurs, parce que je pense que c'est un sujet qui est extrêmement important. Moi, j'ai fait toutes les conneries quand j'étais jeune en chasse. J'ai failli y rester plusieurs fois, à la pointe du Groin, à Cancale, avec la marée qui monte, sur les staies, avec ma bouée accrochée à la Mm. ceinture, en pêchant à l'indienne, avec le fil qui se coince. Bon, bref, je pense que tout le monde a une anecdote en chasse où il y a un moment où il a flippé. Euh, je voyais dans la vidéo à la Bervrac pendant le championnat de France 2024 qu'il y avait des mecs qui pêchaient à 30, 35. Bah, ils sont tout Mm. seuls. Comment, Ouais. c'est quoi vos règles de base en sécurité? Parce que nous, les freedivers verticaux qui vont chercher la profondeur, on a un contrepoids, on a un sonar, on a une caméra, on a un safety scooter, on a un safety 1, safety 2, safety surface, médecin. Ouais. Mais vous êtes, si on comparait, mais c'est à la one again, quoi. Donc, c'est quoi Ouais. vos Ouais, règles ouais. de base pour tout simplement pas faire un blackout et crever tout seul en compétition? Alors déjà, je crois que depuis que la compétition à la FFPSA existe, il a dû y avoir peut-être un blackout. Ok. Un ou deux recensés et je parle avec tous les compétiteurs et j'ai jamais entendu parler de plus. Donc c'est très rare. Il faut savoir que pour certaines compétitions, enfin pour toutes les compétitions, si on veut, on peut avoir un suiveur. Donc c'est quelqu'un qui est dans l'eau, en combinaison, et qui attend comme ça, avec sa ceinture, bien sûr, et ses palmes, et il te suit, il suit le compétiteur toute la compétition. Comme ça, en cas de problème, il peut descendre à... Enfin, tu vois, c'est une vraie sécu. C'est Hmm. un buddy, mais sans fusil. Ok. Du coup, en cas de problème, t'as ta sécu. Pour ceux qui n'ont pas de suiveur, parce que ça peut te déranger d'avoir un suiveur, par exemple, je prends Guillaume Eugène parce que c'est le meilleur exemple pour tout, et pour moi, c'est le meilleur pêcheur français. Guillaume, il pêche entre 40 et 48, je crois. Pour être sûr, je veux pas dire plus parce que voilà, je suis pas sûr, mais je pense qu'il peut On faire n'a pas envie de plus. faire les Marseillais. Exactement, exactement. 48, c'est sûr. Ouais. Ce qu'il fait, c'est qu'il pêche toujours sous lesté, déjà. C'est-à-dire que si il est censé avoir 8 ou 9 kilos, bah, il va mettre 6 ou 7. Hmm. Quand il pêche entre 0 et 30 mètres. Quand il pêche entre 30 et 48, il va pêcher en largable, Ouais. en général. Donc c'est invariable. Donc, exactement, c'est Donc pour les gens qui invariable. connaissent Il pas, descend c'est avec sa un, ceinture. il prend un plomb, boum, il se laisse descendre, il fait pas d'effort, il gère juste la compense, il arrive au fond, il est plein d'oxygène et plein d'air, il peut faire son C'est ça. agachon, et après il y a que l'effort, la remontée à gérer, quoi. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il met plutôt un peu plus de plomb sur sa ceinture. Il met, je sais pas, 9 ou 10 kilos. Il descend avec sa ceinture et après, arrivé en bas, il largue sa ceinture. Comme Hmm. ça lui permet de faire son agachon ou de chercher dans les trous. Et après, il remonte sans sa ceinture. Ok, donc il fait un variable avec sa ceinture.
Ouais, exactement. Et sa ceinture qui est attachée à un boot et il remonte la ceinture après. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord. Ok. Et ça, c'est autorisé en Et Guy, compétition. oui, tous Ouais. les variables sont autorisés. Les gueuses, la ceinture largable, c'est le minimum. Là, à Palma, je crois que on va être 30. Sur les 30, il y en a au moins 10 ou 15 qui pêchent au-delà des 30 mètres. Ok. Et ouais, c'est marrant quand on parle d'apnée pure, quand on parle d'apnée sportive et qu'on compare avec les chasseurs. Si on devait comparer les normes AIDA de sécurité, mais on est à 10 000 km, faire des Ouais, variables tout seul sur ces profondeurs-là, c'est quand même en dehors des, on va dire, des protocoles des oui, fédérations telles que complètement. AIDA, FFESSM. C'est vrai que ça Après, les pose mecs des qui font questions. ça, oui, mais les gars qui font ça, bon, un accident, ça arrive n'importe quand, mais c'est des mecs qui pratiquent depuis énormément d'années et on va pas s'inventer une vie. Moi, par exemple, si à Palma je veux faire de la largable ou du variable, je vais demander à mon pilote d'être en combinaison ou alors je vais demander d'avoir un suiveur dans l'eau. Ok. Ouais, Parce que je suis pas sûre de moi sur ces profondeurs-là. ouais. Mais quelqu'un qui est sûr de lui, parce que Guillaume, bah, je te dis, il peut pêcher au-delà de 50, c'est sûr. Donc pour lui, des profondeurs Hmm. comme 40, 42, bah, ça se fait quand Après, même il bien. peut toujours y avoir des soucis. Est-ce que, par exemple, par exemple, ton ami Guillaume, c'est ça? Il a toujours un couteau sur lui. Par exemple, on sait très Oui, bien qu'en Méditerranée, il y a beaucoup de filets fantômes. On n'est ouais, pas à l'abri de se retrouver coincé au fond avec une merde, avec un ouais. déchet. Et là, les problèmes peuvent arriver vite. Est-ce que t'as toujours un couteau sur toi? Oui, on a tous toujours des couteaux parce qu'on doit tuer notre poisson. Enfin, c'est en tout cas mieux de pouvoir tuer notre poisson le plus rapidement possible pour éviter qu'il souffre et pour pouvoir après le mettre sur le bateau. Donc on a tous des couteaux, on peut avoir un moulinet de ceinture en plus qu'on peut accrocher à notre fusil au cas où on tire un poisson qui soit un peu trop puissant. Et généralement notre pilote, c'est un peu notre ange gardien parce qu'il nous connaît par cœur. Ouais. Moi, celui qui va me piloter là, c'est Alfredo Guerra. Il chasse depuis, je pense, 45 ans facilement. Et il me connaît par cœur, il sait mes temps d'apnée, il sait ce que je vais faire parce que on a passé tout le repérage à faire, à chercher ensemble. Donc il connaît les pierres que je vais faire. Hmm. Et donc, s'il connaît les pierres, il sait exactement ce que je vais faire. Et s'il me voit pas remonter au bout de, je sais pas, de 1 minute, il sait qu'il y a un problème. Ouais. Tu t'es déjà fait des belles frayeurs en pêche? Ouais. Je m'en suis fait une très très belle. Et j'ai eu beaucoup beaucoup de chance. Euh, c'est en Afrique, sur mon premier voyage avec Stéphane. Il m'a donné plein de règles de sécurité, mais j'avais passé encore aucun diplôme, hein. J'étais vraiment novice dans tout. J'avais pas du tout mon école, c'était à mes tout débuts. On est descendu ensemble le long d'une plateforme pétrolière et la règle normalement c'est un qui pêche et l'autre qui surveille, même en descente. Parce que si par exemple je tire un poisson et que je me fais un peu tirer par le poisson, Steph il faut qu'il soit là pour me sécuriser. S'il faut il récupère le fusil. Enfin tu vois c'est deux au fond mais un en sécu. Hmm. Et là c'était à son tour donc je le suis. On descend sur 25 et on voit rien, pas de poisson, et donc il entame sa remontée. Mais moi, je me sentais super bien sur cette apnée, donc je traîne un peu en bas, alors j'aurais dû remonter avec lui. Et là, il y a un banc de carangue qui m'arrive de face, et je me dis, ah, elle m'arrive de face, c'est sûr, je vais pouvoir la sécher, donc la tuer nette, et si je la tue nette, bon, bah, j'aurais pas de problème. Et là, en fait, je me suis laissé couler, et je me suis retrouvée sur presque 30 mètres. Donc je tire cette carangue, qu'au final, je ne sèche pas du tout. Sauf que j'avais pas prévu ça. Moulinet fermé ou un petit peu serré, ça a complètement bloqué et la carangue, elle m'a tiré vers le bas. Donc elle me tire, elle me tire, elle me tire et j'essaye d'ouvrir mon moulinet et je sais pas ce que je fais, je tire sur le fil et là ça fait une boucle qui s'enroule autour du moulinet et qui se ferme. Hmm. Et là je me dis problème. Donc je commence à prendre le fusil, essayer de palmer pour remonter, remonter, remonter. Je me tape la tête dans la plateforme pétrolière. Et du coup, je commence à essayer, tu sais, de nager comme ça pour remonter, comme un chien, quoi, Ouais. qui essaie de rejoindre la surface. Et sauf que j'ai la vidéo de ça et elle est ignoble, on l'a jamais sortie avec Steph parce que moi j'ai honte de ce que j'ai fait.
Et j'arrive à remonter, mon moulinet s'ouvre un petit peu, j'ai quelques mètres de fil qui s'ouvrent, et j'essaie de remonter, c'est hyper long, et d'un seul coup, je me rappelle que j'ai un moulinet de ceinture. Et j'accroche mon moulinet de ceinture à mon fusil. Donc je lâche le fusil, j'ouvre le moulinet de ceinture, et là, je commence à essayer de remonter. Et à 10 mètres, je crache tout mon air. J'étais complètement out, donc je souffle tout l'air que j'ai. Donc là, j'ai le poisson qui me tire vers le fond, même si mon moulinet est ouvert avec le courant et tout ça, Ouais. je passe sous la plateforme, donc je passe sous les filets. Dans la vidéo, ça fait vraiment peur. Et quand j'arrive en surface, je me mets sur le dos et là, j'hurle parce que je contrôle plus rien. Donc je T'as eu pense la que je force me fais d'hurler une quand belle même. PCL. Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Et avec le courant, Steph avait complètement dérivé, donc j'arrive en surface, je suis toute seule. Et là, c'est pas fini parce que t'as le poisson qui te tire au fond, t'as le courant qui te tire dans l'autre sens, et ton fil de moulinet est pas éternel. T'as 50 mètres, mais 50 mètres, ça va très vite. En sachant que déjà, quand t'es au fond à 30 mètres, il te reste plus que 20 mètres Ouais. de fil en surface. Donc avec le courant, les 20 L'angoisse. mètres, Ouais. ça part. Et en surface, à force de d'hurler, le temps que je reprenne mes esprits, j'ai le guide de pêche qui arrive et qui prend mon fil comme ça, qui regarde, qui comprend pas ce qui se passe, il relâche. Et moi, ça m'a fait paniquer. J'ai eu tellement peur de retourner sous l'eau alors que j'étais pas prête que je lui ai hurlé dessus en mode mais viens m'aider. Et là, il y a Steph qui est arrivé comme un fou qui m'a attrapé par les jambes et qui m'a fait remonter le courant. Et là, après, ça s'est enchaîné tranquillement. J'ai repris bien mes esprits, je me suis reventilée. Et après, on allait débloquer le poisson. Mais tout ça pour dire que j'ai eu la connerie de me dire, mon fusil vaut 1 200 euros, c'est un cadeau, je veux pas le lâcher. Mais Hmm. en fait, mon fusil, il vaut rien comparé à une vie, tu vois. Hmm. Donc l'année d'après, j'ai eu la même expérience, j'ai tiré un barracuda, moulinet bloqué, bah, j'ai lâché le fusil immédiatement. Tant pis. Ok. C'est Voilà, intéressant donc de le rappeler que parfois il y en a qui veulent pas enlever leur ceinture, ils veulent pas lâcher Ouais. leur fusil, mais bon, il y a une famille derrière, il y a des amis, il faut remonter. Exactement. Donc soyez précautionneux. Très intéressant. Merci pour ce retour, De Amandine, sur rien. cette grosse frayeur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur tes expéditions sous-marines en dehors de l'Europe, en Afrique, au Brésil, parce que c'est quand même assez exotique. Tu parles de Hum, grosses carangues. Est-ce qu'il y a un poisson qui t'a marqué particulièrement? Quand je vais sur ta page Insta, je vois des poissons, je sais même pas c'est quoi. Et ils sont plus grands que toi, quoi. Ils sont plus grands que toi. On voit une petite minette qui est là, toute mignonne, et un poisson énorme avec des dents. Et c'est ouais. très marrant, ça crée un peu une dissonance entre les deux. Euh, ouais, tu peux nous parler un peu de ces poissons exotiques que tu as fait. Enfin, et surtout, là où je voulais aller, c'était la pêche au gros et la pêche au savoir si tu tirais sur ballon. Alors, les bouées? Ouais, sur bouée, ouais. Avec bouée. Alors, ces gros poissons que tu vois en général, bon, sur les voyages, Steph, il m'a emmené en Norvège, il m'a emmené, là, ça doit être la quatrième fois ou cinquième fois que je vais en Afrique, Sénégal, Gabon, Bénin. J'ai fait le Brésil, mais ça, c'était de la compétition. Alors, ce qui est cool, c'est que j'ai fait des records, donc ces records de gros poissons, mais c'est pas des trucs que je vais chercher. Je vais pas en Afrique en me disant, ok, je vais péter tous les scores et je vais essayer de, de faire des records. Non, en fait, je vais en Afrique, je pêche, et si parmi ma pêche, il y a un poisson qui est record du monde, bah, je l'homologue. Je l'ai, donc autant l'homologuer. Ah, mais attends, ça veut dire que quand tu pêches, tu pars sans juge, mais tu peux faire Ouais, valider un poisson. ouais. Attends, vas-y, explique-moi là, c'est intéressant ça, je Alors, comprends pas du c'est tout. hyper simple. Par exemple, le poisson qui m'a marqué, c'est un barracuda que j'ai fait de 19 kilos au Gabon. Donc là, dernier jour de pêche, dernière apnée, je descends, bam, je tire ce barra, 45 minutes de combat, parce que je chasse sans bouée. Euh, je trouve pour ma part que les bouées, c'est pas du sport. Si tu veux homologuer un record, faut l'homologuer de A à Z. Ton poisson, tu le tires, tu combats avec lui pendant 45 minutes. Tu vois, pour moi, c'est le minimum que je puisse faire pour le poisson. S'il me donne sa vie, le minimum, c'est pas que ça soit trop facile. Tu vois, il faut le combattre. Si je mets une bouée et qu'après il part avec la bouée et que j'ai juste à le remonter, ça, pour moi, ça n'a aucun intérêt. Hmm. Donc je le combats et une fois que j'arrive à le sortir, ce poisson, je dois tout faire toute seule. Si quelqu'un touche quoi que ce soit, parce que j'ai la caméra, donc on peut savoir si je touche, si quelqu'un m'aide. Si quelqu'un m'aide, disqualifié, ça marche pas. Une fois que le poisson est sur le bateau, il faut le peser, enfin retour à terre, il faut le peser, mesurer. Il y a
au moins 10 mesures différentes, intercaudales, caudale extérieure, le long, le La tour du circonférence, ouais. poisson, circonférence. La Et après, longueur. il faut la longueur La avec taille du des dents coup. ou pas, Amandine? Non, non, taille des dents, c'est pas grave. Et il faut un témoin. D'accord. On a un témoin qui dit que c'est vrai que le record est réel. Voilà, avec des photos, bien sûr, et un pesant homologué. Et du coup, Amandine, ce barracuda de 19 kilos, je suppose qu'après, bah, c'était au Sénégal. Vous êtes rentré au village et est-ce que vous avez fait un peu un repas communautaire? Comment vous avez fait un peu pour profiter de ce bon poisson? Alors là, c'était au Gabon, donc chaque pays a ses règles, on va dire. Au Bénin, c'est un guide de pêche qui nous emmène, et donc la pêche, il la vend, c'est son gagne-pain. D'accord. En Guinée, la pêche, très souvent, elle est donnée aux villageois. Et du coup, après, dans notre pêche, on pêche certains poissons. Si par exemple, ce soir, je veux manger une carangue inox, tac, je tiens une carangue inox, et le soir, le guide, il va nous la préparer. Donc, on partage un repas avec du poisson, c'est obligatoire. Et quand on peut, bien sûr, le poisson, très souvent, dans toute une pêche, t'as un poisson qui va, euh, je sais pas, par exemple, aux gens du port. T'as des gens qui te laissent entrer, sortir, donc tu donnes un poisson aux gens du port. T'as une pirogue qui vient te voir, tu lui donnes un poisson. Le poisson, il est réparti un peu de partout. Merci Amandine pour ce retour. Est-ce que tu peux nous partager un conseil ou des conseils très pragmatiques, par exemple pour un chasseur breton, un chasseur basque ou un chasseur corse, des conseils très pragmatiques pour qu'ils puissent plonger plus en sécurité et qu'ils puissent tirer davantage de poissons, enfin pas davantage, mais peut-être de plus beaux poissons. Alors, déjà, au niveau sécurité, jamais, ça je le vois tout le temps, même sur mes stagiaires justement. Quand je fais des stages, je vois deux choses principalement. C'est sur lesté, exactement. C'est rare qu'il y ait quelqu'un qui arrive avec le bon lestage. Si je peux le rappeler, c'est nous, la règle que je donne, c'est 1 kilo de plomb pour 10 kilos de poids, et à ça, t'enlèves 1 kilo quand tu chasses en 5 millimètres et entre 0 et 10 mètres. Donc quelqu'un de 80 kilos, il lui faut 7 kilos entre 0 et 10 mètres en 5 millimètres. Et là, c'est à peu près sécuritaire. Et deuxième chose, pas d'accroche poisson à la ceinture. Quand je vois des accroches poissons à la ceinture, c'est le premier danger qui va exister. C'est ça, moi, ça m'est arrivé de me retrouver coincé avec mon accroche poisson sous un caillou à ça de la surface. C'est quoi un accroche-poisson, Donc, Amandine? donc c'est un fil en nylon, du coup c'est assez résistant, avec une barre en inox qui te permet de mettre la barre dans la tête du poisson. Et l'autre partie, t'as un mousqueton que t'accroches à ta ceinture. Mais du coup, ton accroche-poisson, il est accroché tout autour de toi. Hmm. Et il y en a même qui font plusieurs tours quand ils veulent un long accroche-poisson. Et t'imagines, t'as un fil en nylon qui fait plusieurs tours autour de toi. C'est Ah, mais ils super le mettent dangereux. autour du corps. Ah Ouais, oui, là c'est dangereux. Ouais. Bah, du coup, tu peux rester complètement accroché. c'est ça. Ouais, ouais. Donc ça, c'est à bannir. L'accroche-poisson, c'est sur la bouée. Ou alors les poissons, vous mettez un short et le poisson, il va dans le short, ça marche très bien. Moi, je fais tout le temps ça. Soit Dans dans le la short? combi, soit dans le Ah, tu short. le mets dans Ouais. dans le short de la combi? Ouais, ou je le mets dans la combi directement, ouais. Mais non. Ah ouais? Ça doit sentir la poiscaille là-dedans. Ah, ça sent le poisson, mais au moins, j'ai aucun problème avec l'accroche poisson. Ok. Donc, se lester correctement, on répète Ouais, 1 kilo pour 10 kilos de poids de corps, moins 1 kilo quand on plonge entre 0 et 10 mètres. Et quand on ouais. chasse au-dessus de 10 mètres, en dessous de 10 mètres, tu recommandes quoi au niveau de lestage pour la chasse? Bah là, t'enlèves. Alors, ça dépend. Mais je dirais, si tu chasses entre 20 et 30 mètres, tu peux enlever un demi-kilo. En fait, ça dépend aussi de la. Cette règle-là, elle marche pour mes stagiaires. Mais après, quand tu fais du spécifique, quand les gens ils chassent plus profond, c'est assez spécifique et ça dépend de la densité pour moi de chaque personne, de Du poids l'épaisseur de neutre. la combinaison. Du poids Et neutre, ouais, quoi. exactement, du poids neutre, ouais. Donc moi, je sais que si je chasse au-delà de 20 mètres, en 5 millimètres, je mets 3 kilos. Et Ouais, je ok. fais 48. Ok. Ouais, comme un peu en compétition, au final. Enfin, comme en apnée Non. sportive, Ouais. profondeur verticale, quoi. Ok. Et tiens, est-ce qu'on pourrait parler un petit peu, ça c'est mon petit point personnel, mais c'est l'hyperventilation.
J'ai vu à Bora Bora pas mal de chasseurs, il y a des jeunes qui sont décédés, quand on leur parle d'hyperventilation, ils sont là, mais ouais, c'est super, je sens que je peux rester super longtemps. Et ouais, mais j'étais là, hey To, ouais, tu vas rester au fond, copain. Donc, est-ce qu'on peut rappeler c'est quoi Ouais. l'hyperventilation, à quoi ça ressemble à l'oreille et pourquoi c'est dangereux? Il y a deux choses pour moi qui sont dangereuses, c'est l'hyperventilation et la carpe. Il y en a beaucoup aussi qui font de la carpe, alors que la carpe, ça devient utile pour moi au-delà de 60 mètres. Avant, entre 0 et 60, il n'y a pas besoin de carper, hein. Et l'hyperventilation, donc, tu as hyperventilation et hyperamplitude. Ça peut être sur la rapidité ou sur l'amplitude. Hmm. Hyperventilation, t'en as qui partent de zéro et ils font des très grandes inspi et très grandes expi. Et ça, c'est autant dangereux que l'hyperventilation. Sur une durée qui peut être très longue, t'en as qui hyperventilent sur plus d'une minute, c'est énorme. Hmm. Et du coup, effectivement, bah, ça fait pas monter l'oxygène. Pour beaucoup qui pensent que ça va Hmm. augmenter le taux d'oxygène, c'est complètement faux. Mais par contre, on a les contractions qui vont arriver bien plus tard et qui peuvent arriver trop tard. Et dans ce cas-là, on peut ne pas remonter à temps, entre guillemets, Hmm. et là, ça peut être syncope ou PCM. Ouais, on le rappelle, hein, l'envie de respirer ne vient pas du manque d'oxygène, mais vient de l'augmentation du CO2 et Augmentation du CO2, l'hyperventilation ouais. permet de vider le CO2 et du coup on n'a pas les contractions, on n'a pas l'envie de respirer, donc on se sent très très bien au fond. Le problème c'est que sur la remontée, il y a la chute de la pression partielle, les molécules d'oxygène sont dans un espace un peu plus grand dans les alvéoles et bim, samba ou blackout. Donc très important à votre breathing, surtout si vous voyez un gros poisson. Souvent on est excité, oh putain il est là, je l'ai vu, et ça commence à s'exciter dans le tuba, donc hop hop hop, si ça vous arrive, posez-vous. Breathing correct. Exact. Merci Amandine pour ces conseils. Est-ce que tu as l'intention un jour de faire des compétitions profondeur, par exemple AIDA ou à la CIMAS? Alors, dans l'emploi du temps, c'est pas encore prévu. Il y a quelqu'un de l'ACMAS qui m'avait proposé d'en faire une il y a 2 ans, mais j'avais pas eu le temps de me préparer. Mais ça m'intéresserait beaucoup. Cette année, l'année dernière, ou il y a 2 ans, j'ai réussi à faire 50 mètres. Ok. Donc cette année, j'aimerais bien essayer de faire un petit peu plus. Et si je vois que ça marche, pourquoi pas? Parce que en sachant que pour l'instant, je fais pas d'entraînement spécifique. À part la chasse, je m'entraîne pas plus que ça. Je me dis avec un peu d'entraînement, why not? Mais d'abord là, ma prochaine étape, je pense que c'est apnée dynamique et apnée statique. Ok. Et est-ce que tu travailles l'apnée statique à sec pour tes compétitions de chasse? Quel est Non. ton record en apnée statique? Et quand tu chasses, en général, tes temps d'apnée, ils sont de combien? Alors, déjà, il faut savoir que à part la pêche sous-marine, je m'entraîne très très peu. Il y a que depuis septembre, du coup, je fais 2 entraînements par semaine de statique ou de dynamique. Euh, En statique, ça fait 2 fois que je fais cinq minutes, où je sors vraiment nickel, sans être bleu, sans rien, donc c'est assez cool. Et en chasse, mes temps moyens, je dirais que c'est entre 1 minute 50, ouais, 1 minute 40 et 2 minutes. Et mon temps max, j'ai déjà fait 3 minutes et quelques à plus de 20 mètres. Ok. Ça commence à faire des beaux temps d'apnée. Euh, Ouais. et au niveau de ton temps de récupération, est-ce que tu fais deux fois le temps d'apnée ou est-ce que tu as une règle particulière pour ton temps de récup? Ouais, ça dépend de la profondeur. Entre 0 et 20 mètres, je prends 2 minutes pour des grosses apnées. Et donc non, enfin oui, voilà, ça va dépendre vraiment du temps. En fait, chaque apnée est différente, mais sur des petites apnées, je prends 2 minutes. Si c'est du 0-10 mètres, que c'est vraiment de la descente rapide, bah, tu prends quelques secondes. Au-delà de 20 mètres, je prends entre 4 et 6 minutes. Après, au-delà de 40, tu prends beaucoup plus, hein, mais ça, Mhm. voilà, chaque apnée est vraiment différente. Ouais. Et là, j'avais une question, je viens d'avoir un trou. Ça Bah arrive. voilà, oui, ça m'arrive, c'est l'âge, à 37 ans là, ça y est.
Euh, Apnée statique, le temps de récup. Ah oui, voilà, c'était ça. Pourquoi ma question des temps de récup? Parce qu'il y a un nom polynésien qui est connu, c'est le Taravana, ça veut dire devenir fou. Et quand Ouais, j'entends, par exemple, que les chasseurs font des variables, qui peuvent faire des variables sur 50, des variables sur 40, parfois le temps de récup n'est pas assez important, ou parfois il y a une déshydratation, parfois il y a un âge élevé au-delà de 50 ans, ou un état de fatigue, et on peut faire ouais. des accidents de décompression. Est-ce que tu as déjà eu des cas d'ADD, de Taravana, dans tes camarades de chasse sous-marine? Alors, j'avais fait une étude sur les ADD parce que ça m'intéressait énormément. Donc j'avais demandé à déjà tous les chasseurs que je connaissais s'ils avaient déjà eu écho de ça ou s'ils en avaient déjà fait. Et bon, j'avais demandé à une population qui chassait quand même très profond, entre 30 et 50 mètres. Et donc j'en avais eu beaucoup. J'avais beaucoup de mecs qui m'avaient dit oui, j'ai fait des sortes d'ADD. Tu sais, des fois, ils savent pas trop parce Ouais. que malheureusement, pas tout le monde est formé. Et encore moins en compétition. On va avoir, je sais pas, sur 30 mecs en équipe de France, il y en a peut-être que la moitié qui sait ce que c'est vraiment qu'un ADD et comment l'éviter. Hmm. Euh, les mecs qui chassent très profond, ils ont Guillaume, je sais que quand il fait une apnée profonde, il remonte sur le bateau, il boit un coup, il attend que son barquero lui remonte la gueuse et donc il sait à peu près qu'il est entre 8 et 12 minutes Hmm. de récup. Après, quand il est trop fatigué, il le sent et il se met au bord. Ce qu'il fait en général, c'est qu'au début de la compète, une compète, ça peut durer entre 5 et 6 heures. Sur une compète de 6 heures, les 2 premières heures, il pêche profond. Parce que malheureusement, en 2 heures, tu vas pas pouvoir faire beaucoup de descente si tu prends tous tes temps de récup. Après, il va aller un petit peu au bord pour dégazer un petit peu. Et après, les 2 dernières heures, il repart au large faire toutes ses apnées profondes. Donc au début, profondeur, Ouais, voilà, il prend des bons temps de récup. Ensuite, il va sur des faibles profondeurs entre quoi, 0 et 20, 0 et 15. ouais, c'est ça, c'est Et ça. après, il retourne en profondeur pour dégazer. C'est un terme très intéressant que tu as dit, dégazer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire laisser autant à l'azote, aux bulles d'azote, de ne pas se former pour éviter d'avoir une bulle dans le cerveau qui ferait qu'on n'arrive pas à irriguer une partie du cerveau. Et on peut avoir des séquelles importantes ou avoir une bulle dans une articulation et perdre l'utilisation d'un Mm. bras ou d'une jambe, d'une cuisse, peu importe. Ok. D'où l'importance des temps de récupération. Et vous avez Ouais. toujours des blocs d'oxy qui traînent sur les compétitions d'apnée en chasse? Oui, ouais, ouais. Il y a toujours des bateaux de sécu avec des blocs d'oxy, ouais. Toujours. Ok. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose, ou un sujet qui te tient à cœur que tu souhaiterais partager aux auditeurs? Bah écoute, on a parlé de la FFP, ça, c'est ce qui était pour moi le plus important parce que une compétition, c'est 10 ans d'expérience de gagner, hein. Ça fait que 2 ans que je fais de la compète et j'ai gagné 10 ans d'expérience sur ma pratique. Ah, tu veux dire que pratiquer la chasse sous-marine en Ouais, compétition fait ouais, que pêcher tout seul dans son coin, bah, tu gagnes énormément d'expérience à faire la compétition. exactement, ouais. Et aussi, faire de la compétition, ça veut dire être en club. Être en club, ça veut dire être avec du monde et donc plus jamais chasser seul. Sur tous les stagiaires que j'ai, très souvent on me dit ouais, je chasse seul, mais je trouve personne, je sais pas où trouver. Non mais les gars, vous allez en club, vous allez, vous allez rencontrer énormément de monde et vous chasserez plus jamais seul. Hmm. Ça Bah, le c'est problème, c'est parce souvent on que dit, enfin, je sais pas, mais je pense que toi tu vois ça aussi, tu pars avec ton copain, deux copains et deux fusils. Et il y en a un qui part de son côté, et ainsi de suite. Et on n'est pas tout seul, mais au final, on est tout seul sous l'eau. Ce que je recommandais aux copains polynésiens de Bora Bora, c'était un fusil de chasseur. alors le problème de ça, c'est que si t'en as un qui tire un poisson et qu'il est trop puissant ou qu'il te prend tout le fil, tout ça, t'as pas le deuxième fusil pour pouvoir le doubler. Hmm. Un deuxième fusil pour pouvoir doubler, c'est bien, mais pour moi, faut être plus fort que l'instinct de se dire je vais descendre, tu vois. C'est. Enfin, je sais pas, t'as ton buddy qui va descendre chasser, tu lui fais la sécu, c'est tout. Après, c'est une question de confiance. Si la personne, tu crois qu'elle va te faire la sécu, tu descends, tu remontes, elle est plus là, c'est que c'est pas la bonne personne pour toi, c'est pas le bon partenaire. Ou alors, un grand fusil et un petit. Dans ce cas-là, le mec qui a le petit fusil, il devrait être moins tenté d'aller essayer de tirer des gros poissons. Hmm.
D'ailleurs, en parlant de taille de fusil, est-ce que tu peux nous parler un peu du matériel? C'est quoi ton équipement? Est-ce que tu as différents types de fusils sur les compétitions? Par exemple, sur les championnats de France, est-ce qu'il y a un fusil obligatoire? Est-ce que vous êtes sur du 90? Est-ce que vous pouvez avoir des fusils de 2 mètres? Comment ça se passe au niveau des sandos? Est-ce qu'il y a des règles? Voilà, est-ce qu'on peut parler un petit peu équipement? Ouais, carrément. Pour les fusils, du coup, ce qui est très spécifique à la pêche sous-marine, il va y avoir deux ou trois types de fusils. Tu as le pneumatique, mais ça, c'est très rare qu'on en voit en compétition. Le pneumatique, c'est recommandé pour les gens qui font des agachons, donc qui descendent et qui attendent que les poissons viennent à eux. Moi, c'est une pêche que je pratique pas du tout en compétition parce que si t'as pas de poisson qui vient, eh ben, tu perds énormément de temps. Du coup, moi, mon équipement, je suis chez Dentist Spearfishing. J'ai un peu toutes sortes de fusils, mais ceux avec quoi je chasse le plus, c'est 75 centimètres. Ah ouais, 75 d'accord. centimètres, ah ouais, je fais tout avec tout. N'en déplaise à certains, mais c'est trop bien parce que ça te permet de chasser à trous, tu peux chasser un peu à l'indienne, tu peux chasser à la gâchon. J'ai déjà fait un denti à la gâchon, du mérou, Chasser à l'indienne, on le avec un rappelle 75. pour nos auditeurs, chasser à l'indienne, ça veut dire chasser en position de tir, tout en évoluant, en palmant et en se faufilant, en collant au sol. Et l'agachon, au contraire, si on se cache et on attend la proie qui arrive. C'est ça. Et pêche à trous, tu essayes de repérer des pierres qui te semblent bonnes et tu descends pour essayer de faire un poisson. Ok. Donc toi, tu chasses principalement avec un fusil de 75 centimètres. 75 centimètres, ouais. Et quand tu tires, par exemple, Double ton solde de barracuda cuirasse. de 19 kilos, t'es sur quel type d'équipement? Hein. Là, je suis sur un 125 Orca monocoque carbone. Ou là, Denti a sorti, pareil, des 125 en carbone, qui sont très très bien. Steph revient du Cameroun là et il a pêché avec ça tout le long. Il a pêché des poissons entre 10 et 15 kilos avec ça. Et ça marche nickel. En fait, il faut un fusil qui tienne bien. Par exemple, Robalen, ça a été très très connu pour la pêche au gros. Robalen, c'est une super marque. C'est très résistant et la probabilité de casser ton fusil, elle est très faible. Un Robalen, tu dis, je connais pas cette marque, ouais. Ouais, Robalen, c'est une très bonne marque. Et donc, pour un débutant qui nous écoute, tu lui conseillerais quoi comme premier fusil, qui soit en Méditerranée, qui soit sur la côte atlantique ou la Manche? 75. 75? 75. Quand je vois beaucoup trop de débutants arriver avec des 105 ou 95 ou 115, et en fait, ils sont hyper handicapés. Quand je vois ça, je leur dis, attendez, je vais te prendre un 75 ou un 60, parce que il faut déjà apprendre à manier l'arme et il faut apprendre aussi à exécuter les techniques avant de se diriger sur des énormes fusils. Parce que on se dit, avec un grand fusil, j'aurais plus de chances de prendre un poisson qui est loin. Oui, ouais, ouais. Donc on se dit, on veut toujours plus grand, toujours plus grand, toujours plus grand. Mais on néglige la technique. Alors qu'à la base, c'est la technique qui permet de faire venir le poisson. C'est pour ça aussi que j'aime bien faire des poissons avec des petits fusils. C'est pour montrer aux gens que si on a une bonne technique, on peut faire la même chose qu'avec un grand fusil. Ça a ses limites, je suis complètement d'accord. J'ai perdu un beau mérou de plus de 10 kilos avec un 75 parce que c'était pas assez puissant. Donc, alors qu'avec un 90, Hmm. je l'aurais sorti sans problème. Là, c'est pas assez puissant, donc ça a pas pénétré la chair. Et quand il est parti comme une flèche, il s'est décroché au bout d'un Hmm. moment. Un poisson qui a été tiré comme ça, et par exemple la flèche est rentrée sur 4-5 centimètres, ça n'a pas touché la colonne vertébrale, est-ce que le poisson il va décéder ou est-ce qu'on connaît un peu la cicatrisation des poissons? Ah, il y a énormément de poissons qui cicatrisent, c'est énorme. Le nombre, alors déjà, quand tu tires sur toute l'arête dorsale, enfin pas sur l'arête dorsale elle-même, mais tu sais juste en dessous la ligne de chair Hmm. où il y a que les arêtes comme ça, et le poisson il meurt pas du tout. S'il se déchire, qu'il s'en va, il va se mettre dans un coin, ça va lui prendre énormément de temps de cicatriser malheureusement, mais il va survivre. Les rares fois où un poisson meurt, c'est dans la colonne, parce que ça arrive, j'ai déjà perdu un bara de bara record du monde au-delà de 19 kilos que j'ai tiré, je crois que je l'ai tiré en pleine tête, mais sauf que la flèche a juste rebondi et ça l'a tué instantanément et il a coulé. Mais il a coulé sur plus de 60 mètres de fond, quoi. Hmm. Si tu tires dans la queue, normalement il meurt pas. En fait, si tu tires pas sur la colonne ou pas dans la tête, il meurt pas. Sauf si tu tires dans le ventre. Si tu tires dans le ventre et qu'il y a toutes ces entrailles qui sortent, là, ouais, Ouais. comme pour tous les animaux, quoi. Donc, Mais très souvent, ils survivent. ok.
Et tu parlais de technique pour faire venir le poisson. Est-ce que toi, tu parles aux poissons? Est-ce que tu fais des... est-ce que tu chantes aux poissons pour les attirer leur curiosité? Très peu, bizarrement très peu, parce que déjà, moi ce que je fais, c'est que j'applique pas les techniques à proprement parler. Tu vois, quand on me dit agachon, tu descends et t'attends, je vais pas faire un agachon n'importe où. Déjà, tu choisis ton spot. Si ça sent bon ou pas, c'est beaucoup d'instinct. Si ça sent bon, tu vas faire un agachon. Si tu vois que ça sent pas bon, tu remontes. Et si, je sais pas, si tu vois que t'es au fond, mais t'es pas au bon poste, t'avances. Et du coup, des fois, enfin, moi, je trouve que j'ai pas forcément besoin d'appeler le poisson. Euh, Appel de gorge, je le fais pas parce que moi, ça me dérange. Je trouve que ça me gêne pour mon apnée. Par contre, ça peut m'arriver de taper ma crosse sur les cailloux pour faire du bruit ou la gratter. Hmm. Voilà, Et mais c'est plutôt rare. Je préfère attendre et voir. ouais. Et est-ce que il y a des poissons qui sont plus sensibles au bruit et à la curiosité? Est-ce qu'il y a des poissons curieux? Oui, ouais, ouais, il y a des poissons qui sont très curieux. Le loup, ça peut être très curieux. La mostelle, c'est le poisson le plus curieux qui existe. C'est, tu fais n'importe quel bruit, elle va croire que ça a mangé et elle vient comme ça te Hmm. voir. C'est un poisson qui est magnifique, la mostelle. Vraiment. Ok, bah merci pour ces retours. Amandine, quelles sont tes ambitions pour 2026? Et d'ailleurs, j'ai oublié de te le dire, mais bonne année. Oui, bonne année. Bonne année. Merci, toi aussi. Ambition. Bah, du coup, compétition d'apnée piscine. Ok. J'aimerais bien essayer d'en faire une. À la Aïda ou Je suis en train Simas? de... CMAS. Comment ça? Je suis en train de créer une ligne de vêtements Excellent. avec des poissons comme design, évidemment, et des petites citations qui, pour moi, représentent le poisson. Ok. Et là, cette année, je vais faire pas mal de stages à droite, à gauche, avec Pierre Debenay. Euh, on va pas mal bouger. Je trouve ça cool, tu vois, ça montre aussi aux gens que, oui, je sais pêcher chez moi, mais je sais aussi trouver du poisson ailleurs. Ouais. Bon, en tout cas, si tu veux venir faire des stages d'apnée profondeur, c'est avec plaisir que je t'invite t'entraîner une Ah bah semaine écoute, avec moi. Tu viens gratuitement et tu viens progresser. C'est avec grand plaisir que je te partagerai aussi mes c'est gentil. techniques de breathing. Et voilà. Donc, Bah, compétition trop bien. piscine, une marque de vêtements, madame. Ah bah dis donc, incroyable. Comment elle va s'appeler cette marque? Bah, comme mon nom AS, enfin, c'est pour mon école, tu vois, j'ai énormément de demandes. Les gens de mon école me disent, ah, mais je voudrais un t-shirt l'horizon bleu. Donc, AS, l'horizon bleu. Mais c'est juste histoire d'avoir, en fait, c'est parce que j'aimerais bien m'habiller avec parce que j'en trouve pas, des vêtements avec des poissons dessus, quoi. Ok. Et par exemple, le bar, ça serait quoi sa petite citation pour lui? C'est une bonne question. J'en ai trouvé une justement pour les poissons curieux, mais alors là, te la ressortir. Mais en gros, la curiosité est un vilain défaut, parce que ça peut leur coûter la vie pour Oui. eux. Touc! Et c'est fini. Amandine, si tu pouvais voyager dans le temps, t'es encore jeune, t'as 23 ans, mais t'as une machine pour voyager dans le temps, tu peux aller dans le passé, dans le futur, dans le présent, et dans l'espace, enfin dire là où tu veux, dans n'importe quel pays, même en dehors du système solaire, où est-ce que tu irais, quand et pourquoi? Alors là, c'est une très bonne question. Euh, Où est-ce que j'irai? Bah, franchement, je resterai dans le présent. Je dis tous les jours, je suis trop contente de faire ce que je fais. Là, j'attends ma compétition avec impatience. Je suis trop heureuse là, à l'instant présent, que j'ai pas envie de m'imaginer. Dans le futur, on sait jamais ce qui peut arriver. Et dans le passé, mon passé était beaucoup moins bien que mon présent. Donc, je garde mon présent pour tout. Ok, bah j'aime beaucoup cette réponse. Et d'ailleurs, t'es la quatrième personne que j'interviewe en 2026 là. Et vous avez Trop tous bien. fait la même réponse en fait. Il y a Davide Ah Carrera, ouais? le champion italien, qui dit mais the best moment is, enfin c'est le présent. Il y a Alexandre Poirier qui a dit c'est le présent. Il y a toi qui dis encore que c'est le présent. J'aime Ah ouais, beaucoup cette présent. réponse qui est vivre dans l'instant présent et ne pas vivre dans les regrets du passé et les angoisses du futur. Exactement. Est-ce que tu as une citation préférée, Amandine? Euh, non, c'est une bonne question, mais non, j'ai pas de citation. Est-ce que tes parents sont fiers de toi maintenant ou ils ont peur quand ils voient les harpons?
Ah, ils ont très peur. Ils ont très peur parce que j'ai fait tellement de bêtises en étant jeune que forcément ils se disent la pêche sous-marine c'est dangereux. Mais bon, ça se comprend. Les pauvres parents qui angoissent quand ils nous voient partir dans les profondeurs. C'est ça, exactement. Surtout que, bah, en fait, il y a quelque chose dont je parle pas souvent, c'est que je suis opérée d'une double scoliose évolutive aggravée. Ok. Donc j'ai une belle barre en titane dans le dos. Et pour mes parents, c'était pas forcément quelque chose de compatible avec, bah, avec n'importe quel sport. Et encore moins avec la pêche sous-marine où tu te tortilles dans tous les sens pour rentrer dans des trous et où ça te demande quand même d'être très relâché. Dans la vie, j'ai tendance à être assez droite et assez tendue. Donc, ils pouvaient penser que c'était pas quelque chose qui pouvait se relier avec l'apnée, alors qu'en fait, quand t'es dans l'eau, tu supportes pas ton poids. Et du coup, t'es tellement mieux dans l'eau que sur Terre. Donc ouais, j'aurais montré que ça pouvait faire cohésion les deux. Et tu t'es fait opérer quand t'avais quel âge? C'était avant tes 18 ans, avant la chasse sous-marine? Ouais, j'avais 13 ans et après j'ai traîné ça pendant très longtemps parce que j'ai eu ma cicatrice qui s'est réouverte parce que j'ai fait une Oh, allergie au fil. oh. Du coup, j'ai dû me refaire opérer pour modifier ma cicatrice et j'ai porté un corset pendant 3 ans. Donc c'est un truc que je traîne depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Ouais. Et est-ce que c'est le fait d'avoir été enfermé dans ce corset, d'avoir passé à l'âge de 13 ans sur le billard, sous anesthésie générale, est-ce que ça t'a donné la force de réaliser tes rêves au final? Est-ce que c'est un peu cette expérience négative qui aujourd'hui te donne le courage d'oser? Ouais, je pense que maintenant je me dis, vu ce que j'ai vécu, et franchement je peux te le dire, c'était vraiment vraiment pas facile. Vu ce que j'ai vécu, maintenant je sais que j'ai qu'une seule vie. Et que je veux faire ce que j'ai envie de faire et donc je m'interdis plus rien. Si demain je veux faire une compétition, je vais la faire. Si demain j'ai envie de faire n'importe quoi, je le fais. On n'a qu'une seule vie. Je m'interdis plus rien. C'est très drôle parce Exactement. que Alexandre Poirier a dit exactement, il n'a pas arrêté de répéter cette phrase tout au long du podcast. Et je crois que c'est aussi l'ambition de la Freediving Family, c'est de donner de la force aux auditeurs de réaliser ce qu'ils ont au fond des tripes, parce que demain ne sera peut-être pas. Donc, Exactement. vivons nos rêves de Grand Bleu, que ça soit à travers de la chasse, que ça soit à travers de l'eau chlorée en piscine, que ça soit à travers la verticalité du Blue Exactement. Wall. Il faut foncer et c'est pour ça que je voulais te recevoir, Amandine, parce que tu représentes cette énergie, cette jeunesse. Donc merci d'avoir partagé ton expérience sur la Freediving Family. Et bah, avec grand plaisir. Merci à toi encore une fois de m'avoir écouté. Et bah, on va rendre l'antenne. Et puis je te le redis, tu viens quand tu veux à Dahab, si tu veux t'entraîner en profondeur, tu viens sur un de mes stages et c'est gratos pour toi. Ah bah merci beaucoup. C'est super gentil. Avec grand Amandine, je te plaisir. laisse le mot de la fin. Et bah régalez-vous et à plouf.